Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières lectures. Il n'y en a pas beaucoup parce que je suis en train de finaliser mon master tout simplement. Du coup, j'ai pas pu beaucoup lire, mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien de pouvoir m'échapper un petit peu et changer de registre. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Juste avant, je voulais vous remercier infiniment pour vos commentaires, vos j'aime et aussi vos abonnements. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec une trilogie que j'ai lue. J'en suis un peu fière parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu des trilogies et surtout c'est une trilogie de fantasy. Donc voilà, très contente. Donc c'est anciennement La Reine du Tirling et maintenant dans l'édition de poche c'est Reine de Cendre, Révolte de Feu et Destin de Sang. Donc Reine de Cendre, Révolte de Feu et Destin de Sang. Je vais vous avouer que j'ai jamais compris pourquoi ils ont changé de nom. Si vous savez, est-ce que c'est plus proche peut-être de la version anglaise? Je ne sais pas. Il me semblait qu'en anglais c'était Queen of Tirling, mais bon, ils ont changé. Je sais qu'à l'époque, quand j'avais acheté le premier tome, ça m'avait perturbée parce que j'avais vu à l'époque une review de Oh là la chic, que je vous conseille d'ailleurs, j'aime beaucoup beaucoup ses vidéos, qui avait conseillé cet ouvrage et du coup, j'avais pas trouvé La Reine du Tirling, j'avais trouvé Reine de Cendre et au début, je ne l'avais du coup pas lu parce que j'avais pas compris que c'était la même chose. Mais bon. Donc c'est une trilogie de Erika Johansson et il faut savoir que moi ça fait un petit moment, ça doit faire 2 ans, que j'ai vraiment du mal avec la fantasy. Vous voyez derrière moi que c'est mon genre préféré, j'ai beaucoup de sagas, j'ai lu beaucoup de fantasy en fait, j'ai lu la plupart des classiques et j'en ai lu vraiment vraiment beaucoup pendant des années. Et en fait, je me retrouve un peu aujourd'hui coincée. Il y a deux, trois séries où j'attends la suite, notamment Le Nom du Vent et Les Salots Gentilshommes, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, que j'ai relu plusieurs fois. J'aime aussi certaines choses, par exemple de Brent Weeks ou encore Mark Lawrence, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas lu d'ailleurs ses dernières sorties. Mais comment dire, j'ai l'impression que la fantaisie se répète. Je sais pas si c'est moi qui vieillis ou si c'est moi qui en ai trop lu. Mais j'ai du mal en fait à retrouver cette excitation que j'avais à l'époque quand je lisais de la fantasy. La plupart du temps, je lis les 10 premiers chapitres et j'ai l'impression de déjà connaître l'histoire. C'est vraiment agaçant et c'est une impression qui ne part plus. J'ai essayé du coup de me concentrer un peu sur de la fantasy un peu plus orientalisante ou alors une fantasy beaucoup plus sombre avec de la dark fantasy. Ça allait un peu mieux, j'ai continué à lire et en fait au bout d'un moment c'était plus possible parce que c'était tout le temps la même chose. Donc voilà, j'ai un rapport compliqué avec la fantasy. J'espère qu'il va s'arranger parce que j'aime la fantasy et j'aime pouvoir m'échapper dans mes lectures, mais actuellement c'est vraiment difficile. C'est d'autant plus difficile qu'en fait j'ai lu la plupart des classiques, donc quand on me propose quelque chose, en général, je l'ai lu. Pas en littérature jeunesse, mais en fantasy, on va dire adulte traditionnelle. L'autre solution serait de lire des livres qui m'intéressent beaucoup, que je vois passer sur le booktube anglophone, etc. Le problème là, c'est une question à la fois de budget, parce qu'il faudrait faire commander les livres d'Angleterre, etc. Bon, ce serait un petit budget, j'aurais pas l'occasion d'aller en Angleterre prochainement. Et courir le risque aussi de devoir lire une trilogie en anglais, même si je lis l'anglais. Très honnêtement, j'ai ni le temps ni l'énergie de me lancer dans des sagas en anglais. Très très honnêtement. Je l'ai fait fut un temps et je suis complètement folle. Je l'ai fait notamment pour la suite de Robin Hood, qui est ma série de fantasy préférée. Si vous voulez une vidéo dédiée d'ailleurs, n'hésitez pas, ça me plairait trop de la faire. J'ai lu en fait toute la dernière saga basée sur le fou, basée sur le fou et sur la fille de Fitz en anglais. Et je sais pas comment j'ai fait. C'était à l'époque, j'étais encore jeune, innocente, etc. Maintenant, j'en suis plus capable. Donc voilà. Toujours est-il, j'ai lu une série de fantasy, et ce, totalement par hasard. En fait, j'ai retrouvé ce volume dans ma bibliothèque, et je me suis dit que j'avais besoin d'un truc qui me change les idées. J'étais en plein sur mes travaux universitaires. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Et en fait, j'ai lu vraiment le début, pas du tout motivée. Bah, je me suis dit, allez, c'est bon, ça va pas être ouf. Et en fait, j'ai été
complètement happée par ce roman et je ne l'ai plus lâché. Je l'ai fini en un jour en fait et le lendemain j'ai appelé en catastrophe une bibliothèque enfin une librairie pour avoir les deux suivants que j'ai fini aussi en une traite. J'ai dû finir la trilogie en une semaine et c'était super. C'était incroyable. Donc le premier tome, Reine de cendres, de quoi ça parle? Ça parle de Kelsey ou Kelsea, je sais pas comment on dit, mais je pense Kelsey Raleigh, qui en fait vit dans la campagne avec des personnes qui ne sont pas ses parents. Et un jour, des hommes armés viennent pour lui dire qu'elle est la reine du Tirling et qu'il faut qu'elle les accompagne pour accéder à son trône. Sachant qu'il y a un usurpateur sur ce trône et que sa tête est mise à prix, globalement. On est dans un monde qui débute par être, on va dire, d'heroic fantasy, assez médiéval, etc. Sauf qu'en fait, et c'est la grande force de ce roman, on se retrouve petit à petit dans une sorte de dystopie également. Il y a des voyages entre des mondes, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Mais du coup, on va se rendre compte que par exemple, les livres ont pratiquement disparu de ce monde-ci, mais elle a un exemplaire d'Harry Potter. Mais elle est dans un monde d'heroic fantasy avec de la magie. Donc c'est très très intéressant, c'était très bien traité, sauf à la toute fin, mais je vais en reparler. Ce qui est super intéressant dans ce livre, c'est que Kelsey n'est pas jolie. Elle a des kilos en trop, ça n'a rien à voir avec la beauté, mais en l'occurrence, ça le handicape dans l'exercice de sa souveraineté, parce qu'en fait, elle ne peut pas apprendre à se battre comme elle le voudrait. Enfin, elle, en tout cas, le vit très mal. Et elle ne se trouve absolument pas jolie au niveau des traits de son visage, etc. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir un tel personnage au début. J'aimais une critique parce qu'en fait, très vite, elle va changer d'apparence. Je ne vais pas vous expliquer comment, mais elle change d'apparence d'une manière radicale et en fait, elle devient jolie. Et j'ai trouvé que c'était dommage. J'aurais préféré qu'elle reste en fait Kelsey, mais quand vous avez lu le livre, vous comprenez pourquoi, et bon, tout s'éclaire, donc voilà. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Aussi, Kelsey est un petit peu une Marie au début, c'est-à-dire que elle n'a aucune difficulté et elle évolue extrêmement vite. Là aussi, c'est expliqué, mais je trouve que ça va un tout petit peu vite. Bref, j'ai adoré ce récit, j'ai adoré les personnages secondaires qui sont très bien traités et je trouve que c'est un gros point fort. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est construit, donc c'est par chapitre. Et en fait, les petites citations en début de chapitre, petit à petit, va vous révéler des choses et va vous faire réfléchir. Et ça, c'est très intéressant. Et aussi, dans chaque chapitre, il y a plusieurs points de vue. Donc ça, c'est intéressant. Et pour une fois, ça me plaît, parce que c'est un des gros problèmes que j'ai avec la fantasy en ce moment, c'est que je ne supporte plus ce système de un chapitre, un point de vue. Très J.R.R. Martin, mais honnêtement, moi, ça me gave. Pourquoi personnellement ça me gave? C'est que maintenant, tous les livres de fantasy font ça ou presque. Et c'est un peu... Bon, moi, du coup, ce qui arrivait, c'était que je sautais les pages des personnages qui m'intéressaient moins. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous ne pouvez pas le faire parce que c'est à l'intérieur du chapitre et ce n'est pas précisé. Par exemple, Pipin, en début, en fait, c'est intégré dans le récit et c'est bien écrit. Donc c'est un récit qui est extrêmement bien écrit, qui vous tient en haleine, vous ne pouvez pas le lâcher, donc ça c'est super. Je le conseille vraiment aux ados, je pense que c'est clairement un livre, je l'aurais lu il y a 10 ans, j'aurais absolument adoré. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, j'ai un coup de cœur pour le Fetch, je ne peux pas vous expliquer qui il est, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Et, et vraiment, c'était un super tome, qui présentait aussi bien l'univers, donc ça, c'était assez cool. Ensuite, le deuxième, Révolte de feu, dont je n'ai fait qu'une traite. Celui-ci, ce qui était intéressant, c'est qu'il abordait d'autres thèmes, notamment la question de la scarification. Donc attention si vous êtes sensible par rapport à ce sujet, mais je trouvais que c'était bien traité et en fait on voit que Kelsey a beaucoup de défauts en fait. Et si au début elle était très cheatée entre guillemets, à partir du deuxième tome on se rend compte qu'elle n'est absolument pas un personnage blanc. Elle est vraiment un personnage gris qui a ses propres difficultés, etc. Et ça j'ai trouvé très intéressant. Celui-ci était très bien et d'habitude je déteste les seconds tomes parce qu'ils sont très longs et en général font le lien entre le premier et le dernier tome qui se bousculent dans la fantasy. Celui-ci, c'est pas du tout le cas. J'ai absolument adoré. J'ai pas eu de longueur. Franchement, il était super.
limite peut-être même mieux que le premier, très très bien. Et enfin, j'ai lu Destin de sang, donc le troisième tome. Et là, comment dire? J'ai beaucoup aimé jusqu'au... Je pense que c'est... Je pense les 10 dernières pages. Donc en gros, c'était super intéressant. Il y a la fameuse bataille finale entre elle et une de ses ennemies les plus puissantes. On a des éléments de réponse par rapport à ce qui s'est passé lors de la traversée, sans vouloir spoiler, mais j'ai trouvé justement que là, c'était mon premier point négatif, c'est que, sans spoiler, c'est difficile, mais j'ai trouvé que c'était pas très bien expliqué, et que c'était un peu facile, surtout la fin. En gros, la fin m'a beaucoup déçue, parce que finalement, c'est une fin un peu en queue de poisson, où la manière dont ça se termine est plausible, mais en même temps, si vous avez regardé Doctor Who ou n'importe quelle série avec des voyages dans le temps, bon, vous vous haussez un sourcil, et en plus, c'est un peu triste, quoi, parce qu'on s'est attaché au personnage, donc bon, je vais pas en dire plus, mais honnêtement, j'étais très déçue, et voilà. Donc sans pouvoir spoiler, vraiment, c'était un peu décevant. Donc excellente lecture, 10 dernières pages, vraiment sans intérêt, et surtout William Tyr, finalement, on en apprend vraiment très très peu sur lui, et je trouve que c'est dommage. Il y avait vraiment quelque chose à faire par rapport à lui, et toute la dernière partie avec la bataille finale très particulière, je trouve, n'a pas été expliquée, n'a pas été explicitée, c'est dommage, et voilà. Je suis aussi déçue parce que finalement, bon, ben, Fetch, mon personnage préféré, s'avère changer beaucoup, donc c'est un peu dommage aussi. C'était pas forcément nécessaire, je trouve. Donc voilà, beaucoup de choses très très bien, beaucoup de choses très positives, mais je trouve qu'on se précipite, ah mon Dieu, qu'on se précipite un petit peu, et pas forcément pour le bien. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une excellente trilogie, je vous la conseille très fortement. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'était très rafraîchissant, donc voilà. J'ai vu qu'Erika Johansson avait écrit en anglais un livre sur Massu, qui est un des personnages que j'aime beaucoup. Donc je vais peut-être me le procurer en anglais du coup et le lire. Je crois pas qu'il a été traduit en français, mais dites-moi si je me trompe. Je vous avoue que je suis plus vraiment l'actualité fantasy et c'est un peu dommage, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est traduit en français. Je pense que je vais le commander en anglais parce que vraiment, Erika Johansson, j'aime beaucoup son écriture. Ensuite, j'ai lu, après un gros coup de cœur, une grosse déception, Suzanne Privat, La famille, itinéraire d'un secret, donc aux éditions Point, prix du meilleur récit sélection 2023. Donc, comment dire à quel point j'ai été déçue. Donc, il faut savoir que je m'intéresse beaucoup aux phénomènes religieux, je m'intéresse beaucoup au rapport entre religion et société, au rapport entre sectes, entre guillemets, et société, voire rapport entre sectes et courants religieux. Et donc j'avais vu, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos et surtout d'y penser, j'avais vu les épisodes de France Culture sur la famille. Donc si vous ne savez pas, c'est un mouvement religieux qui se situe à Paris, je crois entre le 11e et le 20e arrondissement. Et en fait, ce sont 7 familles qui sont endogames et qui se marient entre elles depuis le 19e siècle. Avant, il y avait d'autres familles au 18e, mais depuis le 19e siècle, ça s'est refermé sur 7 familles et elles vivent à Paris depuis. Il y a eu une expédition à Pardaillan. Il y a un reportage INA que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos aussi, très intéressant. Je n'avais pas compris que c'était la famille à l'époque quand j'avais vu le reportage INA. Donc il y a un petit groupe qui est parti à Pardaillan pour essayer de recréer un kibbutz là-bas. Ça a été un échec et donc la plupart sont rentrés à Paris. C'est une famille qui est fermée sur elle-même. Certains ne sont carrément pas scolarisés et voilà, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée. J'avais beaucoup aimé l'épisode de France Culture dessus, j'avais trouvé qu'il était bien fait. Et du coup, quand j'ai vu qu'un livre était sorti, je me suis dit, ben super, je vais apprendre des choses. Comment dire? Non, je n'ai pas appris quoi que ce soit en fait. Je n'ai rien appris. J'ai juste appris que Pardaillan, c'était effectivement la famille. Donc ça, effectivement, je ne le savais pas. Mais à part ça, je n'ai rien appris.
Dans la quatrième de couverture, Raphaël Yaïris nous dit que c'est un récit d'écrivaine riche et passionnant qui sait faire cohabiter empathie et distance et évite l'écueil du voyeurisme. Je ne suis pas d'accord. Donc c'est le premier ouvrage de Suzanne Privat, donc il faut aussi comprendre que c'est son premier ouvrage, mais honnêtement, j'ai trouvé l'écriture vraiment mauvaise. J'ai trouvé que c'était pas digne de figurer dans un roman, en fait. Je suis désolée, mais c'est de l'écriture pas très intéressante, même pas forcément très journalistique. Il y a toute une série de passages qui sont au tu, parce qu'elle s'adresse à quelqu'un en particulier, qu'elle ne connaît pas. J'ai trouvé que c'était assez maladroit et que ça voulait se faire un peu littéraire, mais du coup sans l'être. J'ai pas réussi à comprendre si c'était une enquête ou si c'était son propre vécu. Bon, évidemment, c'est son propre vécu, mais j'ai trouvé que c'était pas très intéressant. Elle va nous parler de parties de Scrabble. Euh, Enfin, elle va nous donner des détails où franchement on s'en fiche. Honnêtement, j'ai sauté la moitié du roman. J'ai sauté la moitié par des pages qui ne m'intéressaient pas. Et j'ai saisi, je pense, toutes les informations principales qu'elle voulait nous transmettre. Donc quand c'est comme ça, c'est que l'ouvrage n'est vraiment pas très bien fait. Il y a des répétitions. Sa manière de traiter l'histoire était très bizarre, mais ça je pense que c'est parce que je suis historienne, du coup je suis un peu sensible à ça. Mais elle sautait un peu du coq à l'âne, on comprenait plus si elle était au 18e, au 17e, au 19e siècle, c'était compliqué. Et honnêtement, si vous avez vu les épisodes, je crois qu'il y en a plusieurs de France Culture sur la famille, vous n'avez pas du tout besoin de ce livre, en fait. Et j'ai trouvé que c'était un peu décevant, parce que le but, c'était... Parce qu'elle n'a pas fait ces épisodes France Culture, donc le but quand même, c'est d'apporter une valeur ajoutée à un sujet, sinon vous n'écrivez pas dessus. Donc, bon voilà, on va pas très profondément, en fait, dans des questions de société ou quoi que ce soit. Et en fait, je voulais juste vous montrer. Je sais qu'on est en pleine crise du papier, mais je ne sais pas si vous verrez, mais le bout des pages est strié de noir. Le papier est très mauvais. Honnêtement, on dirait qu'il a fait la guerre alors que je l'ai lu chez moi sans le prendre dans mon sac, etc. Donc vraiment une grosse déception. Et puis dire que c'est pris du meilleur récit, je sais pas qui a voté, mais bon, de toute manière, il faut toujours se méfier des prix. J'essaierai là aussi de vous mettre une vidéo de Nabolita, je crois, qui avait parlé justement des prix littéraires et du scandale que c'est. Mais bon, bref, je vous le conseille absolument pas. Dites-moi si vous l'avez lu, ça m'intéresse si vous avez un avis positif dessus. Moi, vraiment, je vous conseille les épisodes de France Culture, mais absolument pas cet ouvrage. Ensuite, j'ai lu un autre Aki Shimazaki, parce que vraiment, quand je suis en période d'examen, c'est ce qui me détend le plus. Donc j'ai lu Azami, l'ombre du chardon, chez Babel, et donc c'est l'histoire de Mitsuo, qui est père d'une petite fille et d'un petit garçon, et qui en fait a une vie tout à fait normale, il est marié, etc. Et il va rencontrer son amour de jeunesse par un truchement un peu compliqué, mais qui met en scène un autre personnage qu'on a déjà rencontré, Goro. Si vous avez lu tout le cycle en fait de l'ombre du chardon. Et c'était super. C'était magnifique, j'ai beaucoup aimé comme d'habitude. C'était vraiment un bon Aki Shimazaki, vraiment rien à dire. Poétique, très beau, doux amer. Il ne se termine pas très bien en réalité, mais c'était vraiment super. Et j'ai hâte de lire la suite parce que du coup on va suivre cette fameuse amour de jeunesse. Et ça m'intéresse énormément parce qu'elle est très mystérieuse dans ce tome-ci. Donc voilà, je vous le conseille. Vous pouvez très bien le lire sans avoir lu les autres d'ailleurs, mais excellent. Et enfin, j'ai lu un ouvrage pour lequel je suis vraiment... c'est difficile pour moi de vous donner une opinion. J'ai lu La mendiante de Shigatse de Majian, donc aux éditions Babel aussi. Donc de quoi ça parle? Ça parle de Majian, qui est un des grands auteurs de littérature chinoise, qui part dans les Hauts et qui part en fait au Tibet, voir le Tibet au moment où le Tibet est déjà annexé par la Chine. Et il va en fait présenter l'altérité des Tibétains par rapport à sa propre vision d'être chinois. Et c'est un récit difficile. C'est un récit où honnêtement, si j'avais pas lu du Majian avant de le lire, ben j'aurais jamais lu Majian parce qu'il veut quand même notamment voir une cérémonie mortuaire où en fait on va enlever la peau de la personne morte. Donc bon, déjà c'est un petit peu particulier. Et
Et en fait, cette confrontation avec ce monde qu'il ne comprend pas est très très difficile. Il y a de très belles choses, il y a vraiment de très belles réflexions, mais aussi des choses extrêmement crues qui n'avaient pas forcément besoin de présenter, notamment des viols sur... Il y a une scène de viol sur un cheval que j'ai trouvé très particulière. Je suis contente de lire, parce que je trouve que c'est assez rare d'avoir des points de vue chinois, de personnes qui sont chinoises, qui sont allées au Tibet, rencontrer vraiment les Tibétains pour essayer de comprendre. Donc pour ça, c'est très précieux. C'est aussi très précieux parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche. Mais honnêtement, il faut avoir l'estomac bien accroché pour le lire. Je pense qu'il est nécessaire de le lire parce qu'il est important. Mais il faut avoir l'estomac bien accroché, étant donné que personnellement la situation au Tibet me touche énormément. C'était difficile de lire cet ouvrage. Pas du tout parce qu'il est colonialiste, mais parce qu'il a une sorte de curiosité morbide vraiment, vraiment dérangeante parfois. Donc voilà, je vous le conseille, si le Tibet vous intéresse, c'est toujours très intéressant, il est très court, donc ça se lit vraiment vite. Mais voilà, je ne le redirai pas, mais il vaut la peine. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les vôtres, et si vous avez lu certains livres de cette liste, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!